Pourquoi la révolution futuriste? Ça fait partie de mon thème fantastique. Alors, pour rappel, je me présente, je suis Denis Clavier, artiste peintre plasticien, j'habite à côté de Châteaubriand, à Saint-Julien-de-Vouvante. Et donc, j'ai trois thèmes, l'Afrique future, Africa future ou Africa fantastique, j'ai la France fantastique et j'ai les villes fantastiques. Vous pouvez voir ça dans d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne. Alors, concernant le thème d'aujourd'hui, c'est la révolution futuriste dans le thème de la France fantastique. Alors, le thème de la France fantastique, ça consiste à reprendre des symboles et des œuvres historiques du passé et de les réinterpréter dans un contexte futuriste, comme pour créer un pont entre passé et futur. Et donc là, il s'agit d'une œuvre bien précise, dont je vais vous faire un petit contexte historique, puisque je profite de cette chaîne pour faire un petit peu d'histoire, même si je ne suis pas un historien, je suis juste un petit peu intéressé par ce thème, comme celui de la science-fiction également, quoi. Voilà. Donc le tableau, il s'agit du célèbre tableau d'Eugène Delacroix, voilà, et qui fait référence aux Trois Glorieuses, les trois journées révolutionnaires. Attention, je précise qu'il ne s'agit pas de la révolution de 1789, car c'est une erreur fréquente de penser que ce tableau de Jeanne de la Croix fait référence à la Révolution de 1789. Et non, ça fait référence. En fait, ce tableau a été fait pour la Révolution de 1830. Alors, pour vous aider un petit peu à vous situer, la Révolution de 1830, par exemple, ça correspond au roman de Victor Hugo, Les Misérables. Voilà. On voit dans le roman de Victor Hugo les barricades, et ben c'est pareil. Là, c'est le tableau de Jeanne de la Croix, ça fait référence à ces journées de 1830 qui ont amené à la chute de Charles X. Donc, pourquoi les Trois Glorieuses? Alors, je vais vous parler de ce tableau. Alors, les Trois Glorieuses, c'était le 27, le 28 et le 29 juillet. Et donc, c'était à Paris. Et ça a conduit à la destitution du roi Charles X, mettant fin à la restauration. Alors, ce qu'on appelait la restauration, c'était la restauration de la monarchie, puisque Charles X était un roi qui avait succédé à Louis XVIII. Alors, pour rappel, depuis 1789, il y avait eu donc la République, il y avait eu l'Empire, et il y avait eu, après l'Empire de Napoléon, il y avait eu Louis XVIII. Alors, pour une petite parenthèse, Louis XVIII, c'était un roi quand même assez modéré. Il avait essayé de réconcilier les révolutionnaires et les ultra-royalistes. Mais malheureusement, il est mort en 1824. Et donc, pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'était la première monarchie constitutionnelle, c'était comme celle de Louis XVIII. C'est lui qui a voulu faire une monarchie constitutionnelle et qui a voulu réconcilier les Français. Et d'ailleurs, il a rétabli les finances de l'État, qui étaient très endettées. On va y revenir tout à l'heure sur les origines de la Révolution, justement. Et donc, Charles X a pris sa succession, et donc, malheureusement, Charles X, lui, c'était pas modéré, c'était un ultra-royaliste, on dirait même un extrémiste aujourd'hui, vraiment un dur de dur, et donc, il voulait rétablir tous les privilèges de la monarchie, comme si les 40 dernières années ou les 50 dernières années n'avaient jamais existé, quoi. C'est-à-dire l'absolutisme royal, les privilèges des aristocrates, tout, quoi. Donc forcément ça passait pas, il a voulu attenter à la liberté de la presse notamment, il a publié des ordonnances qui étaient jugés liberticides par les députés libéraux, et donc eh bien tous ces excès de ce roi Charles X, qui était vraiment pas un très bon roi justement, puisqu'il n'avait pas saisi que la société avait changé, et donc eh bien ça a mené à sa destitution. Voilà. Et justement pendant ces 3 journées révolutionnaires de 1830, qui sont illustrés par le tableau de Jeanne de la Croix. Alors le tableau de Jeanne de la Croix, que vous voyez à l'image, la liberté guidant le peuple est en quelque sorte un document sur le vif. La liberté est une fille du peuple, déterminée, révoltée, victorieuse, n'ayant peur de rien. Elle est coiffée du bonnet phrygien, symbole de la révolution de 1789, qui accorda la souveraineté au peuple, et elle tient un fusil, montrant sa volonté de se battre. Les composantes du peuple sont là, le gamin de Paris, l'ouvrier, le bourgeois, le paysan, les étudiants. Voilà pour l'analyse du tableau. Petite parenthèse aussi, pour vous situer encore cette période, non seulement le roman de Victor Hugo, Les Misérables, mais aussi un film qui est sorti il y a quelques années, Jacou le Croquant. Certains d'entre vous ont pu voir au cinéma. Et bien ça se produit aussi pendant cette période, d'avant 1830 jusqu'à 1830. Voilà. Un très bon film que je vous conseille d'ailleurs.
Alors maintenant, puisque ce tableau, je dirais que c'est une synthèse de toutes les révolutions, et pas seulement celle de 1830, puisque la dame cette jeune femme qui tient le drapeau et qui est coiffée du modèle phrygien, ça fait référence aussi à la révolution de 1789. C'était un peu la volonté du peintre de rappeler aussi les origines de la révolution dans ce tableau. Et donc, moi, je vais vous dresser un petit peu un, un rappel historique de pourquoi la révolution de 1789 est arrivée aussi. Alors il faut savoir que le pays était en très mauvais état quand la révolution est arrivée, et ça datait de loin. On pourrait même que ça datait de Louis XIV, puisqu'il faut savoir que Louis XIV est mort détesté par le peuple. Hein, on le dit peu, ça, puisqu'on se rappelle surtout du château de Versailles et de ses gloires militaires, mais en réalité, la France avait eu tellement de guerres, la France avait été tellement saignée que les gens n'en pouvaient plus. Donc quand Louis XIV est mort, il n'était pas très apprécié par le peuple en réalité. Et donc Louis XV lui a succédé, mais Louis XV ça a été encore pire. Ça a été un roi catastrophique, parce que lui, il n'y a même pas de gloire avec Louis XV. Il a tout perdu, Louis XV. Il a perdu toutes les colonies d'Amérique, notamment le Canada, dans ce qu'on a appelé la guerre de 7 ans, hein, qui était une alliance de puissances européennes. Et d'après certains historiens, on pourrait même dire que la guerre de 7 ans, certains historiens disent que la guerre de 7 ans, c'était la première guerre mondiale pré-industrielle, puisqu'elle se déroulait sur différents continents avec différentes puissances étrangères. Donc malheureusement, la France a perdu cette guerre, et c'est à cette occasion qu'on a perdu le leadership et que les Anglais ont pris le dessus dans le monde. C'est à partir de cette période-là, parce qu'il faut quand même savoir que le français était quand même parlé dans toutes les cours d'Europe, c'était la première langue internationale à l'époque de Louis XV, et après, l'anglais a supplanté le français au niveau international, et on a perdu effectivement les colonies d'Amérique. Voilà. Et non seulement ça, mais on a endetté le pays, hein, gravement à partir de cette époque-là. Et quand Louis XV est mort, lui aussi était détesté. Alors pas seulement parce qu'il avait perdu des guerres, mais il avait aussi très mal géré le pays, et c'était aussi un libertin qui s'occupait plus d'avoir des maîtresses que de s'occuper du peuple ou de l'administration du pays. Voilà. Et quand Louis XVI est arrivé, il a arrêté de ces situations. Alors pas de chance pour lui, hein. Je dirais que c'était pas forcément un mauvais roi, Louis XVI, mais il est mal tombé. Et malheureusement pour lui, lui aussi, il a aggravé le déficit de l'État, parce que Louis XVI a soutenu la guerre d'indépendance américaine. Non seulement, alors on avait perdu l'Amérique du temps de Louis XV, mais la France a voulu prendre sa revanche en soutenant les colons, les Anglais qui voulaient prendre leur indépendance et fonder les États-Unis d'Amérique. Donc la France s'est gravement endettée là encore pour soutenir la guerre américaine, pour l'indépendance américaine, et donc l'État était très endetté. Donc voilà aussi une des causes de la Révolution française, c'était l'endettement de l'État. Donc il y avait une crise politique, puisque je dirais qu'il y avait une déconnexion des élites aristocratiques et du haut clergé par rapport au peuple. Donc crise politique, il y avait une crise sociale, puisque les inégalités étaient très, très fortes entre les différents ordres, entre les aristocrates et le peuple. Il y avait je dirais, il y avait une grande différence de privilèges, il y avait une extrême pauvreté du peuple, surtout qu'il y avait eu des famines aussi. Il y avait eu les fameuses famines de 1787 et jusqu'à 1789. Il y avait une crise alimentaire avec une hausse du prix du pain de plus de 75%. Donc il y avait des émeutes dans les campagnes. Enfin ça c'est pour la crise sociale, mais donc la crise économique, j'en ai parlé, un surendettement dû aux guerres, donc j'en ai parlé là aussi. Il y avait aussi un accord commercial qui a été, pas à notre avantage, conclu avec les Britanniques. Et il y avait aussi une crise administrative, puisque l'État français n'arrivait plus à contrôler les dépenses publiques. On pourrait dire que ça nous rappelle un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, hein. Donc c'est pas pour dire, mais voilà. Et donc les dépenses étaient incontrôlables, et l'administration n'arrivait plus à contrôler les choses. Des réformes ont été tentées, mais sans succès, puisque ça s'est heurté à des oppositions justement de gens qui voulaient garder leurs privilèges, donc les réformes n'ont pas pu aboutir. Voilà, je rentre pas dans les détails, vous pourrez voir dans des chaînes historiques. Et voilà donc les causes qui ont amené à cette révolution. Alors, suite à la grogne populaire et à la situation économique au bord du gouffre, Louis XVI est contraint de convoquer les États généraux pour le 1er mai 1789. Et donc les États généraux, c'est exceptionnel, puisque ça n'avait pas été fait depuis Henri IV, si je me souviens bien. Et donc ça remonte à très loin, et donc c'est vraiment que la situation du pays est grave pour que Louis XVI convoque les États généraux. Les États généraux, ça consiste à réunir une assemblée des trois ordres que comptait la France, puisque la France était organisée en trois ordres: le clergé, l'aristocratie et le tiers-état. Le tiers-état, c'est tout simplement tout le reste du peuple. C'était 90 à 95% de la population,
qui étaient dans le tiers-état, les bourgeois, les pauvres, et il y avait les deux. Et donc le problème de cette organisation en trois ordres, c'est que chaque ordre a le même nombre de voix, alors qu'il ne représente pas la même proportion de la population. Et c'est pour ça que eh bien, les députés du tiers-état eh bien, ont décidé de se constituer à part en Assemblée nationale. Et c'est comme ça que démarre la Révolution, puisque suite à leur volonté de se constituer en dehors de la convocation du roi, mais dans un autre lieu qui était le jeu de paume, la salle du jeu de paume, c'est pour ça qu'on a appelé ça après le serment du jeu de paume, quand ils se sont constitués en Assemblée nationale. Eh bien, c'est comme ça que démarre la Révolution française. Alors si, après, elle démarre officiellement après le 14 juillet 1789, puisqu'il y a la prise de la Bastille. Mais il y a eu quand même tout ça avant. Et donc, à la prise de la Bastille, bah, effectivement, c'est un fait d'armes qui lance officiellement la Révolution française. Et là, après, plus rien ne sera comme avant. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et donc, maintenant, la dernière partie de cette vidéo, c'est la révolution futuriste. Alors pourquoi la révolution futuriste et pourquoi je vous ai fait tout ce contexte historique avant? Parce que moi, mon idée dans mes tableaux, c'est de créer un pont entre le passé et le futur. De bien comprendre que l'histoire, elle se répète. Alors bien sûr, le contexte change. Hein, on ne vit pas de la même façon qu'au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Mais malgré tout, les passions humaines sont toujours les mêmes. Les mécanismes sont toujours les mêmes. Et donc, ce tableau futuriste qui fait référence à cette histoire de la Révolution, c'est pour faire passer le message que l'histoire, il faut la connaître parce qu'elle se répète. Et donc, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donc, et je dirais que je vais vous citer aussi quelques références, mais cette fois-ci dans le domaine de la science-fiction. Moi, je suis un passionné de science-fiction aussi, pas seulement d'histoire. Et donc, Isaac Asimov, par exemple, qui est un auteur très connu dans la science-fiction, qui a écrit des romans comme Fondation ou les robots. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ils connaissent peut-être les films ou les séries qui ont été adaptés de ces romans. Il y a une série Fondation qui passe sur Apple TV. Il y a aussi des films comme iRobot avec Will Smith, qui est passé au cinéma, c'est d'après les romans d'Isaac Asimov. L'homme bicentenaire aussi, avec Robin Williams il y a quelques années. Donc voilà, Isaac Asimov, un auteur vraiment que je vous conseille si vous appréciez la science-fiction. Et il avait une théorie, Isaac Asimov, dans ses romans, il avait émis la théorie de la psychohistoire, c'est-à-dire qu'on pouvait prévoir le futur par de la psychologie des masses. Voilà, il a développé toute cette thèse dans ses romans sur la Fondation et Empire, Seconde Fondation, etc. Cette thèse qu'on pouvait prévoir l'histoire, le futur, par des faits sociaux, des faits psychologiques de masse, etc. Et que c'était effectivement récurrent que certaines causes amenaient toujours aux mêmes effets dans l'histoire. Et donc, voilà pourquoi il y a ce pont entre le passé et le futur, et ce que je veux démontrer par le tableau que j'ai réalisé. Et je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs le tableau, et je vais vous le décrire en vous le... Maintenant, la dernière partie, le tableau qui s'appelle Liberté future, je vous montre les détails d'abord, et ensuite je prends du recul. Liberté future, qui est donc la réinterprétation futuriste de la liberté guidant le peuple. Voilà, donc vous pouvez voir qu'à droite, vous voyez pas mal d'éléments fantastiques. On reconnaît par certains aspects le tableau originel, mais qui est complètement transformé, puisque à droite j'ai rajouté un bâtiment futuriste. Vous voyez? Et donc l'idée générale en fait de tout ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est de dire que l'histoire est toujours amenée à se répéter d'une façon ou d'une autre. Là, on pourrait dire que le tableau se situe dans un univers fantastique, futuriste, où la France est toujours présente. On peut toujours croire que la France existera dans les siècles futurs. Elle en a vu d'autres, donc elle survivra aux soubresauts actuels ou futurs. C'est quand même un pays qui a 1500 ans d'histoire. Il y a eu des bons coups de guerre et de révolution, et le pays est toujours là. Donc c'est ça un peu le message aussi, c'est de dire qu'on peut encore survivre à tout ce qui nous arrive, même si c'est pas facile. Et donc là, vous voyez, je prends du recul et je vous montre le tableau ensemble, et on voit bien que j'ai développé tout un tas de détails futuristes dans son tableau. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir visionnée. Je vous encourage à liker, à partager et surtout à vous abonner, c'est important pour le référencement. Et moi, ça m'encourage à poursuivre et à réaliser d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine fois.